Bienvenue à tous, madame, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes très ravis de la confiance, de l'enthousiasme que vous ne cessez de témoigner à l'égard de notre plateforme Coaching TV. Nous sommes vraiment ravis et ça nous va droit au cœur. Comme vous le savez, tout ce que nous proposons sur cette plateforme est toujours à caractère instructif, à caractère éducatif. Nous nous sommes encore rencontrés ce soir pour le compte de notre programme dénommé Son opinion. Son opinion. L'opinion de qui? L'opinion de la personne que nous avons invitée. Alors ce soir, nous avons l'insigne honneur de recevoir aussi un compatriote, un ami. Il va devoir se présenter parce que lui aussi, il a ses opinions. Il a aussi sa manière de voir des choses. Il a aussi sa lecture sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Monsieur Serge, bonsoir. Bonsoir Toussaint. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Je suis vraiment très ravi de vous recevoir ce soir parce que je sais que vous êtes un digne fils du pays et que vous avez aussi des idées, des avis à émettre par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais avant d'y arriver, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, en tout cas, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Serge Kassanda. Je suis acteur, producteur, entrepreneur. Je vis ici aux États-Unis et voilà, je suis vraiment content de venir sur ce plateau, de ces opinions. J'ai toujours regardé et j'ai vraiment aimé. J'ai voulu aussi venir et te féliciter pour ce que tu es en train de faire. Merci beaucoup. Ce sont des idées comme ça dont on a besoin pour que les gens arrivent à s'exprimer librement et c'est très bien quoi. Merci beaucoup. Ok, donc, en tout cas ça me va aussi droit au cœur. Donc c'est avec monsieur Serge Kassanda que nous allons essayer de discuter sur ce qui se passe en notre pays qui est la République démocratique du Congo. La fois passée, je disais que si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Alors nous aussi, nous essayons de nous occuper de la politique à notre manière, en invitant les gens à dévoiler leurs opinions avec le public. Alors nous avons quelques faits qui ont marqué la sphère politique de la République démocratique du Congo la semaine passée. Nous avons d'abord, la semaine passée était marquée par l'indépendance. L'indépendance, beaucoup de leaders de notre pays se sont levés pour prononcer les discours. En l'occurrence d'abord le président de la République, monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons aussi Martin Fayulu, le leader de l'opposition, qui a aussi parlé, et aussi notre prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege. Alors, vous aussi, en tant que digne fils du pays, bon, en fait, vous n'allez pas aussi faire un discours, mais est-ce que vous avez quand même aussi un point de vue sur l'indépendance de notre pays? Est-ce que nous sommes réellement indépendants? Est-ce qu'il est important pour nous d'être indépendants? En fait, dites tout ce que vous pensez autour de l'indépendance de notre pays. Pour ce qui est de l'indépendance, je vais d'abord souhaiter une bonne journée d'indépendance, malgré que c'est déjà passé. Pour moi, je pense que l'indépendance, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que nous avons été créés par Dieu libres. Il nous a donné la liberté. Il nous a donné la liberté de choisir. Il nous a laissé cette liberté-là. Et étant déjà créés libres, on ne peut pas vivre sous la domination d'un autre peuple. On doit être indépendant. C'est une bonne chose. Maintenant, pour ce qui est de pays, il faut voir l'indépendance. Je veux dire que les pères de l'indépendance avaient une bonne idée. Ils étaient bien inspirés. Mais est-ce que c'était le moment de demander cette indépendance? Parce que quand vous demandez l'indépendance, il faut être sûr que vous pourriez continuer à diriger, vous pourrez continuer à faire avancer la nation sans recourir à ceux-là qui vous ont colonisé. Alors, mais lorsque nous regardons, après le 30 juin, les colonisateurs étaient toujours là. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas partis et vous n'êtes pas indépendants. Alors, les pères de l'indépendance voyaient des choses d'une autre manière. Ils avaient une très grande pensée, une très grande vision pour la nation. Mais je crois seulement qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui voyaient les choses de la même façon ou qui pouvaient encore les soutenir dans leur démarche. Parce qu'on se rappelle que quand ils demandaient l'indépendance,
on avait combien? Moins de 100 intellectuels dans un pays comme le Congo. Ce qui veut dire que vous devez gérer la nation, vous devez gérer les finances, vous devez gérer tout ça seul. Je crois, à mon humble avis, que c'était un peu précipité, mais je suis content parce que la nouvelle génération est en train de revenir sur ce que les pères de l'indépendance avaient laissé pour dire que nous devons nous prendre en charge, nous devons écrire notre propre histoire. Voilà, donc nous devons écrire notre propre histoire. Mais je vous rappelle ici que vous n'êtes pas le seul Congolais à avoir cette idée, à penser de cette façon. Il y a beaucoup de Congolais qui pensent aussi que nous ne sommes pas réellement indépendants, nous continuons à dépendre des puissances extérieures. Mais vous aussi, en tant qu'intellectuel, proposez des pistes de solutions, des modestes pistes de solutions. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour devenir complètement libre, réellement libre? Que faire? Ce qu'il faudra faire, selon moi, c'est d'abord conscientiser le peuple. Parce qu'il n'y a aucune armée dans le monde qui peut détruire tout un peuple. Il n'y en a pas, quelle que soit la force. Alors, si le peuple est conscientisé sur ce que veut dire l'indépendance, vous leur montrez ce qu'on est en train de traverser comme problème en étant dépendant. Parce que quand vous êtes dépendant, ce sont d'autres pays qui fixent les prix de vos matières premières. Ce sont les mêmes pays qui impriment votre argent. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas indépendant. Mais si le peuple commence à comprendre, voilà, nous avons le diamant, nous avons l'or, nous avons le cobalt, ce n'est pas un autre pays qui doit nous dire combien ces matières premières vont, à combien ces matières premières vont revenir. Nous sommes éduqués, on éduque la nation, on éduque les petits peuples. Lorsque ce petit peuple va comprendre que l'indépendance vraie est nécessaire et importante, nous allons devenir indépendants. Je ne prends pas la Chine comme modèle, mais on a vu d'où est venue la Chine. Ce qui fait la force de la Chine, c'est parce que tous les Chinois sont conscients du rôle qu'ils doivent jouer pour l'avancement de leur nation. Ok. Donc, si j'ai bien compris, l'indépendance complète de notre pays doit passer par la conscientisation de la population. Ouais. Alors, nous n'allons pas seulement nous attarder sur cette question. La semaine passée était aussi marquée par la sortie médiatique du président de la République. J'ai cité M. Antoine Félix Tshisekedi. À travers sa sortie médiatique, beaucoup de questions ont été abordées. Nous pouvons d'abord prendre la question de, disons, la justice. La justice avait demandé, je ne sais pas, au Sénat de lever les immunités du sénateur Matata Mponyo, affaire Boukangalonzo. Je pense que vous êtes informé de ça quand même en tant que fils du pays. Alors, le Sénat n'avait pas levé les immunités de Matata Mponyo. La justice va saisir à nouveau le Sénat pour poser le même problème. En tant que fils du pays, comment est-ce que vous voyez ça? C'est de l'acharnement? C'est une suite logique des choses? Ça peut se faire comme ça sous d'autres essais aussi, ça se passe comme ça? Ou bien, comment vous jugez ça? C'est vraiment une question très technique. Je ne suis pas juriste, mais je vais essayer d'analyser un peu par rapport à ce que je comprends. La démarche de demander au Sénat de lever les immunités de l'ancien Premier ministre, c'est une démarche qui est légale. Et quand on entame une démarche, on s'attend à ce que la démarche soit approuvée ou désapprouvée. C'est ça. Ce qui veut dire que la réaction du Sénat est aussi une réaction normale et logique. Et à la justice de revenir avec un autre dossier, c'est aussi logique parce qu'on ne sait pas combien de dossiers sont contre monsieur l'ancien Premier ministre. Mais vous ne trouvez pas que c'était un peu
très précoce. Voilà. Maintenant, dans la suite des événements, la façon dont ça s'est passé, c'est clair et ça passe aux yeux de tous que comme si c'était de l'acharnement. Donc je pense que peut-être, je ne sais pas s'il faut dire qu'il devait attendre ou expliquer, essayer de redemander au Sénat le pourquoi. Parce que je pense qu'on doit avoir des preuves. C'est ça. De preuves palpables pour que le Sénat puisse accepter de lever les immunités. Donc si peut-être la justice n'en a pas fourni assez, le Sénat était dans ce droit. Mais revenir d'un coup, ça sonne un peu comme si c'était de l'acharnement. Ça sonne un peu comme si c'était de l'acharnement. Mais la justice va faire son travail. Ce n'est qu'une humble opinion de M. Serge. Voilà. M. Serge ne dit pas que c'est ça. Je ne dis pas que c'est l'acharnement. Non. On laisse la justice faire son travail, mais aussi, nous, en tant que nous ne sommes pas juristes, on peut voir, on interprète de notre façon pour dire « Ah, ça commence à sonner comme si c'était de l'acharnement ». Voilà, c'est pourquoi notre émission est intitulée « Son opinion ». Nous ne disons pas que ce qu'il est en train de dire, c'est ça la vérité. Non, c'est seulement ce que lui pense autour de la question. Alors, la sortie, l'autre question qui a aussi captivé l'attention de la population, c'est autour du salaire du premier citoyen de la République. On pose la question à Monsieur le Président, vous touchez combien? Lui répond qu'il dit avec son cœur que réellement il ne connaît pas. Votre lecture. Bon, je pense que le président parlait plutôt avec son cœur. En disant qu'il parle avec son cœur, c'est peut-être pour dire que je ne touche pas beaucoup, peut-être. Mais en disant que je ne connais pas mon salaire d'emblée, je pense que ce n'est pas rassurant pour ceux qui vont regarder parce qu'ils vont se dire mais comment Monsieur le Président ne connaît pas son salaire. Et cela peut donner l'occasion aux gens de spéculer et puis dire bon voilà, s'il ne connaît pas son salaire, c'est qu'il vole de l'argent, il fait tout ça. On ne dit pas voilà, il prend dans les trésors de l'État. Mais peut-être que le président l'a dit, comme il a dit, je l'ai dit avec mon cœur, je ne connais pas mon salaire. Peut-être pour lui, c'est insignifiant comme salaire. Et voilà. Voilà, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Le président ne connaît pas son salaire. C'est lui-même qui peut éclaircir. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il n'appartient qu'au président de dire ce qu'il voulait dire par je ne connais pas mon salaire. Mais nous allons quand même évoluer. Hein. L'autre affaire, c'était aussi l'affaire de Jeep. Hein. Vraiment, les Congolais ont beaucoup parlé de ça, affaire de Jeep. Les gens se posent la question, mais pourquoi le président s'occupe trop de députés que de la population? Parce que le slogan de l'IDP, c'est le peuple d'abord, hein, ce n'est pas les députés d'abord. On avait vu que certains députés disaient que le président leur avait remis une somme d'argent pour faire basculer la majorité. Mais il y en a qui ont dit que c'était faux. Il y en a aussi qui ont dit que le président leur avait promis des jeeps. Et aujourd'hui, nous assistons, n'est-ce pas, à la remise des jeeps, si nous pouvons le dire ainsi. Alors, votre point de vue, mais pourquoi est-ce que ces jeeps-là constituent un don du président aux députés, ou bien c'est un prêt, c'est un crédit, c'est quoi votre lecture? Nous n'allons pas trop nous attarder là-dessus. Oui, cette affaire de jeep, il y a beaucoup de versions. En suivant le président de la République, il a dit que lui, il ne connaît pas ce jeep. C'est-à-dire que lui, il n'a pas offert de jeep aux députés. Donc, si on accuse le président d'avoir offert de jeep et lui passe devant les médias pour dire qu'il ne l'a pas fait, je ne vois pas comment on va continuer à spéculer sur ça. Mais seulement, je crois que les députés, ce n'est pas une nouvelle affaire de jeep. Pour ceux qui ont suivi la politique, depuis 2001, à chaque mandature, il y a toujours des députés qui reçoivent de nouvelles voitures et c'est pour tous les députés. Moi, ma question est pourquoi cette fois-ci, ça doit faire un grand bruit, mais on a besoin de beaucoup plus d'éclaircissement parce que à l'Assemblée nationale, il y a ceux qui disent que le président nous avait promis des jeeps et après le président qui dit non, moi je ne connais pas cette affaire. Comme c'était le président qui était accusé, si je peux le dire, d'avoir donné les jeeps, il est sorti, il a dit
que je ne connais pas ces jeeps. Je crois que cette affaire est enterrée. Donc oui, c'est une affaire classée parce que le concerné lui-même a donné son point de vue. Voilà. On ne va pas continuer à nous chamailler là-dessus. Alors, affaire Vital Kamerhe. La justice a condamné Vital Kamerhe, je crois, au premier degré, c'était 20 ans de prison, et puis au second degré, 13 ans. 13 ans, ouais. Mais le président de la République qui présente Vital Kamerhe comme étant quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'intelligent, d'ailleurs lui-même il est très désolé concernant ce qui est arrivé à Vital Kamerhe. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction entre le président qui est le magistrat suprême avec la justice? Le président qui dit que le Kamerhe peut continuer à jouer un grand rôle pour ce pays. Or, quelqu'un qui vient d'être condamné ne peut pas continuer à jouer un grand rôle pour le pays. Je ne sais pas quelle est votre lecture. Bon, il faut, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a d'un côté la présidente ou le président de la République, une institution qui parle, et après, il y a la personne qui parle. À la personne qui parle, c'est que je connais Toussaint. Donc, voilà. Personnellement, je connais Toussaint, c'est un gars bien, il est réglo. Cela est dit par rapport aux relations que nous avons. C'est ça. Et si quelque chose t'arrive, que tu as des problèmes avec la justice, je peux continuer à dire que je connais Toussaint, c'est un gars bien. Je crois, pour moi, c'est dans ce sens-là. Mais aussi dire que le président a refusé ce que la justice a dit, je ne vois pas comment, parce qu'il n'a pas nié, il n'a pas remis en question la condamnation, il n'a pas fait un commentaire sur ce que la justice a décidé. Mais je crois qu'il est choqué de le voir dans cette situation-là. C'est tout à fait normal, humainement parlant. Si je vois un ami avec qui on a fait chemin, qui tombe, ça va me faire mal. Mais après, c'est la justice qui fait son travail. Vital Kamerhe, c'est parmi les cerveaux de la nation. Ça, qu'on ne se trompe pas. Parce que pour ceux qui se rappellent, en 2006 et en 2011, on sait le poids qu'avait Vital Kamerhe. C'est l'un des candidats présidents de la République qui avait un programme qui pouvait être lu du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc c'est quelqu'un de bien, d'intelligent, dont on a besoin. Il connaît beaucoup. Il connaît beaucoup, ça il faut se le dire. Alors maintenant, pour que Vital Kamerhe continue à jouer son rôle, parce que le président lui dit si bien que c'est quelqu'un qui peut encore jouer un grand rôle dans le pays, qu'est-ce que la justice doit faire? La quitter comme si c'était de ne rien n'était, mais la population congolaise va dire quoi? Parce que nous savons qu'il y avait de l'argent de l'État qui était sorti pour faire un certain nombre de travaux, et puis on ne voit pas la réalisation, mais la concrétisation effective de ces travaux-là. Mais les personnes qui étaient condamnées sont acquittées. Qu'allons-nous dire maintenant de la justice? Non, je ne pense pas qu'en disant ça, le président voulait dire qu'on doit acquitter Vital Kamerhe, parce que ce n'est même pas à lui d'acquitter Vital Kamerhe. Parce qu'il dit qu'il doit continuer quand même à jouer un rôle. Oui. Il va jouer ce rôle-là comment? Par exemple, on lui a dit qu'il passe 13 ans en prison. S'il passe ces 13 ans en prison et il revient. Est-ce qu'après avoir écopé de ces 13 ans en prison, son casier judiciaire ne sera pas entamé? Je crois qu'on lui avait interdit de prendre de positions politiques pendant un temps. Mais si cela s'avère que c'est passé, il peut toujours. Mais jouer un rôle dans la nation ne veut pas dire être ministre. Il le peut transmettre sa connaissance à plusieurs personnes parce qu'on a besoin de cette connaissance-là. Ça, c'est ce que je pense. Voilà, donc merci beaucoup. Donc nous cheminons petit à petit à la fin de notre entretien. Mais quelque chose qui a aussi tiqué les gens, c'est l'affaire vaccin. Le premier citoyen de la République dit que lui, il était très prudent de ne pas se faire vacciner avec ces vaccins, si je peux le dire ainsi. Et de l'autre côté, nous voyons Martin Fayulu qui s'est fait vacciner avec ces vaccins-là. Disons que les deux, l'un est président de la République et l'autre est leader de l'opposition. Donc nous disons que les deux sont des leaders d'opinion. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qui a trompé qui? Ou bien qui est en train de tromper la population? Cette affaire de vaccin, c'est
il y a à boire et à manger dans cette affaire de vaccin. Si nous revenons un peu en arrière, on voit que dans ces pays où nous sommes, le président Trump, il est passé pour dire que la maladie venait de la Chine. Il ne croyait pas en ce que les scientifiques étaient en train de faire. Il est parti, il est tombé malade, il est parti à l'hôpital, on l'a soigné avec les mêmes médicaments que les scientifiques avaient refusés. Il est sorti de l'hôpital pour nous dire qu'il ne faut pas avoir peur du corona. Vraiment. Président Trump. Et l'ONU, l'OMS et l'Union européenne, et même ici aux États-Unis, il n'est pas obligatoire que quelqu'un aille se vacciner. Nous avons cette liberté-là, qu'on ne vous trompe pas, que vous êtes obligé de vous faire vacciner. Alors, quand je ne suis pas obligé de me faire vacciner, je peux exprimer clairement que je ne veux pas me faire vacciner. Et si M. Fayulu s'est fait vacciner, c'est une bonne chose. Il a les raisons pour lesquelles il l'a fait. Maintenant, la question revient à savoir, est-ce que le vaccin qu'on donne à nos compatriotes, c'est un vaccin qui est safe ou pas? Oui, mais à qui revient la responsabilité de savoir que le vaccin est safe ou pas? C'est au docteur, je crois, docteur Muyembe, c'est lui qui s'occupe du coronavirus dans tout le Congo. Je crois que ce sont eux qui doivent faire beaucoup de recherches parce que même ici, il y a des vaccins qu'on rappelle dans les laboratoires pour dire qu'ils ne sont pas bons, ils ne sont pas très efficaces. Ici, en Europe, on le fait. Alors moi, personnellement, je ne trouve pas pourquoi il faudra se précipiter pour aller se faire vacciner. Alors, parce que cette question-là, elle est vraiment sérieuse. Qu'est-ce qui va se passer si une grande partie de la population, surtout ceux qui sont derrière Martin Fayulu, aillent se faire vacciner tout en sachant que ce vaccin-là n'est pas bon pour la santé? Qui est-ce qu'on va tenir pour responsable? Je crois que si M. Martin Fayulu, avec tout le respect qu'on lui doit et son rang qu'il a, ce n'est pas quelqu'un qui peut juste aller se faire vacciner par plaisir. Parce qu'il sait qu'il y a une famille, il y a des gens qui comptent sur lui, il y a un grand nombre de Congolais qui comptent sur lui. Donc, il a dû faire toutes les recherches possibles pour être sûr que ce vaccin est bon. C'est pourquoi il est parti se faire vacciner. Et tous ceux qui vont le suivre, vous n'êtes pas obligé d'être de la mouvance de M. Fayulu, de quelle mouvance, pour aller vous faire vacciner. Si la santé vous exige d'aller vous faire vacciner, allez-y, posez des bonnes questions. Je sais que Martin Fayulu l'a fait, c'est qu'il a de bonnes raisons. Et tous ceux qui peuvent décider d'aller se faire vacciner, ils sont libres de le faire. Et je crois qu'on ne doit pas lui tenir responsable d'avoir amené des gens. Par exemple, quelqu'un va se faire vacciner, il meurt. On dit non, c'est parce que Martin Fayulu s'était fait vacciner que je suis allé. Non, tu fais des recherches pour toi-même, ton état de santé. Si ça te permet d'aller te faire vacciner, vas-y le faire. Est-ce que vous, connaissant les niveaux intellectuels de notre population, surtout tous ces jeunes-là qui suivent, ces jeunes gens qui suivent les leaders, est-ce que vous pensez qu'ils ont le temps d'analyser ce vaccin-là, il est bon pour ma santé, ou bien ils suivent aveuglément leurs leaders? Ouais, c'est là un problème. Il y a beaucoup de gens qui suivent aveuglément. C'est pourquoi les leaders ont une grande responsabilité. Voilà. C'est à vous de faire ces recherches-là et éduquer la population sur ce que vous avez fait et ce que vous avez découvert. Parce que ceux qui tirent la sonnette d'alarme, même ici, ce sont les politiciens, les députés, qui disent non, 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 ce vaccin-là, on doit le remettre en laboratoire parce qu'il n'est pas bon. Alors je crois que si M. Fayulu l'a fait, je crois qu'il y a quand même de l'assurance que ce qu'il a fait, il a dû le faire en âme et conscience, et ceux qui peuvent se faire vacciner, ils peuvent le faire. Mais chez nous, c'est comme s'il y a des petits tâtonnements au niveau des leaders qui doivent décider ou bien se prononcer si ce vaccin-là, il est bon ou pas. C'est comme si les leaders ou bien les responsables ne disent pratiquement rien. Vous voyez le président qui dit qu'il avait des petits doutes sur le vaccin. C'est comme s'il y a vraiment, il n'y a personne qui se prononce convenablement sur la question. Je crois qu'il y a des personnes qui doivent être tenues responsables. Ce sont ceux qui s'occupent de la santé, donc le docteur Muyembe et toute son équipe. Ce sont eux qui doivent nous confirmer
si je trouve que ce n'est pas bien que le président de la République dise qu'il n'était pas sûr, qu'il avait des doutes, alors qu'il y a toute une équipe. Donc c'est cette équipe-là qui devait donner au président de la République toutes les informations dont il avait besoin pour prendre une décision ou pour encourager les gens à aller se faire vacciner ou interdire aux gens d'aller se faire vacciner. Ok. Toujours, monsieur le président de la République avait dévoilé son intention de briguer un second mandat. Monsieur le président nous dit qu'il a une grande vision pour la République. Alors, il lui faut un second mandat pour concrétiser cette vision. Votre point de vue? C'est comme tout politicien, toute personne qui aspire à prendre une place politique. On a toujours une vision et au moment arrivé où il faut exposer cela aux gens et demander le support des gens, il l'a fait. Et si le projet qu'il a est bon, je pense que le peuple doit faire attention, le peuple doit tenir beaucoup de personnes responsables. C'est-à-dire que tu ne vas pas voter seulement parce que c'est le président de la République qui a dit voilà, j'ai un projet pour cette nation, votez pour moi, vous allez voter. Ou vous dites non, non, on ne l'aime pas, on va voter pour tel. Je crois qu'on doit arriver au niveau où on prouve au peuple que je mérite que vous me donniez tel ou tel autre poste. Alors, il semble il existe, bien le président de la République vient de signer un contrat de partenariat avec le Rwanda, mais je ne suis pas encore très sûr de cette information parce que je n'ai pas des sources probantes. Il semble le président a signé un contrat de partenariat avec le Rwanda, c'est-à-dire que le Rwanda, lui, n'a pas de matière première, n'a pas de l'or, mais quand même, le Rwanda va construire une usine pour raffiner de l'or. Mais l'or se trouve en République démocratique du Congo. Vous, en tant que digne fils du pays, est-ce que vous trouvez que ce contrat va arranger notre pays ou bien c'est un contrat pour nuire à la République? Bon, à ce stade, on ne peut pas faire beaucoup de commentaires là-dessus parce qu'on n'a pas encore lu le contrat, on n'a pas toutes les informations qui sont contenues dans le contrat. Mais ce que je peux dire est que nous devons avoir une bonne politique avec toutes les nations d'abord de la Terre et aussi celles qui nous entourent. Parce que les guerres qui se passent dans nos pays, ce sont les guerres qui sont téléguidées à partir d'ici. Donc, nous condamnons certains députés, bon, on a toujours besoin des gens pour faire du sale boulot, mais ces guerres sont téléguidées ici en Occident. C'est ça. Ce sont les multinationales qui sont là, qui financent ces guerres-là, qui tirent des ficelles. Alors, nous devons développer une politique et des renseignements pour savoir exactement ce qui s'est fait. C'est pourquoi moi, de mon côté, je ne condamne pas les démarches d'aller parler avec les autres, mais tout ce que je peux demander, c'est qu'il y ait beaucoup de prudence, qu'on sache dans quoi on est en train de se mêler, parce qu'on ne peut pas aller se jeter du coup dans les bras de quelqu'un qui nous a oppressés ou qui nous a envahis il y a 20 ans, mais on peut le faire. On ne se jette pas dans ses bras, mais on va infiltrer son camp pour savoir exactement ce qui se passe. Si c'est cette façon-là de faire, je crois que ça sera bien. Mais si c'est pour nuire encore à la population, en tout cas, cette population a souffert pendant trop longtemps. Nous pensons qu'il est temps d'arrêter tout ce qui peut nuire à la population. Voilà. Donc, pour vous qui venez de nous rejoindre, ça c'est votre émission Son Opinion. Son Opinion est en train de recevoir M. Serge Kassanda. Il est en train de dévoiler son opinion concernant tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, surtout les secteurs politiques. Parce que si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera bel et bien de vous. Donc nous avançons petit à petit vers la fin de cet entretien. L'autre chose qui a aussi défrayé la chronique hier, c'était la fausse rumeur sur les décès du cardinal Laurent Mosengo. Nous savons, le cardinal Laurent Mosengo, c'est une grande personnalité du pays. Alors vous, personnellement, comme fils du pays, quelles étaient vos impressions? Vous avez reçu cette nouvelle-là comment? J'étais un peu
étonné, j'étais choqué. Bon. Perdre quelqu'un comme le cardinal, c'est vraiment une grande perte pour la nation, si c'était vrai. Et ça allait faire mal, parce que ce sont quelque part les dignes fils du pays. C'est ça. Mais à ceux qui répandent des rumeurs comme ça, je trouve que ce n'est pas bien. C'est irresponsable. C'est vraiment irresponsable. Si vous n'avez pas une bonne information, abstenez-vous de dire n'importe quoi, parce que juste en répandant cette rumeur, vous ne savez pas ce que ça peut créer dans le cœur et dans les pensées de plusieurs personnes. Donc on ne peut pas se permettre, si ça ne dépendait que de nous, on ne peut pas se permettre de perdre le cardinal comme ça, et spécialement durant cette période où les gens ont besoin d'écouter des personnes comme le cardinal avec beaucoup d'expérience et beaucoup de connaissances sur beaucoup de matières dans notre République. Voilà, tout justement, donc le cardinal, c'est une personnalité très très importante pour notre pays. Vous savez, les rôles qu'il a joué pendant la conférence nationale souveraine, on va encore retenir de lui quand il disait que les médiocres dégagent. Donc, c'est quelqu'un vraiment, c'est une voix qu'on écoute en République démocratique du Congo. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles concrètes, vraies, il ne faut pas répandre la rumeur sur la vie de quelqu'un aussi important comme le cardinal. Alors, je pense que nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à placer, n'est-ce pas, autour de cette émission. Je ne sais pas, vous voulez interpeller nos compatriotes à faire comme vous. À vous la parole. En tout cas, je voudrais d'abord dire merci à tous ceux qui vont nous suivre et merci à toi Toussaint. Merci pour l'invitation. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois parce que c'est des émissions ou des échanges comme ça qui sont vraiment, vraiment importantes. Comme ça, le peuple peut se réveiller. C'est à nous. Si nous comptons seulement sur les politiciens, premièrement, ils sont là pour leurs propres intérêts. Ils sont là pour leur parti politique. C'est pourquoi vous voyez que même si c'est quelque chose de mal, comme c'est le parti qui a dit, comme c'est l'autorité morale qui a dit, comme c'est elle qui a dit, ils soutiennent. Et ils vont soutenir et ils vont laisser le peuple dans l'embarras ou le peuple dans la rue. Alors ce que je vais demander, c'est que tous ceux qui ont leur opinion, ils peuvent venir et exprimer leur opinion. Et ceux à qui on parle, vous devez comprendre. Parce qu'on doit cultiver cette tolérance. Je crois que le pays n'avance pas aussi parce qu'on n'a pas la tolérance. Donc si on est en train de diriger, on doit s'attendre à ce que les gens critiquent. C'est tout à fait normal. On ne peut pas s'énerver parce que quelqu'un m'a critiqué. Alors la seule façon de contrer quelqu'un qui vous critique, c'est de lui prouver le contraire. Donc je pense qu'on doit éveiller la conscience de nos peuples. Le peuple doit se réveiller. Le peuple doit comprendre que c'est lui le boss. C'est lui le patron. Le député n'est pas votre patron. Nous sommes le patron parce que c'est nous qui votons, c'est nous qui les mettons en place. C'est avec notre argent, les taxes qu'on paye, que ces gens-là sont payés. Donc on doit les tenir responsables pour beaucoup de choses. Alors je crois que le peuple va se réveiller et le Congo doit arriver Lumumba, le Congo doit arriver Kasavubu, et le Congo de Musée, le Congo de tous ces martyrs va finalement voir le jour. Donc on doit faire preuve de beaucoup de patience, essayer de reconstruire des choses petit à petit parce que je vois qu'il y a des gens qui veulent que les choses se passent miraculeusement. C'est vraiment difficile. On doit apprendre à y aller petit à petit tout en tolérant les autres opinions. Voilà, donc c'est avec ces mots de M. Serge que nous allons mettre un terme à cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir accordé votre attention soutenue et aussi notre expression de gratitude à M. Serge qui a répondu à notre invitation. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Non, je pourrais revenir. Nous avons vraiment aimé votre intervention. Ce sont des têtes comme ça que nous cherchons. Vous voyez, il a dit ses opinions en toute impartialité. Il dit des choses comme il voit. Donc, merci, M. Serge. Merci beaucoup. Et merci aussi à vous qui nous avez suivis et qu'on se revoit à l'occasion prochaine. Merci, au revoir. Merci, ciao et que Dieu vous bénisse. Merci. Bye.